Bonsoir mes amis, voilà. Donc, ça fait un petit moment, je crois, ça fait presque une semaine ou plus. Donc, je vous ai convié en direct. Voilà, donc, j'attends qu'il y ait un peu de monde. Voilà, voilà. Ah, Marie Stan, Zugomp Abdel, Frédéric Dutoit, Jessica Spitz, Gérard Monlier, Kamel Jellal. Bonsoir Camille, alors Malik Boum, Liad Bernat, Dabirikin, Brachid, Karim, Selma, Brachid, تبارك الله عليك الله يبارك فيك فوزي مهدي مزوري أهلا وسهلا شانتال فاطمة الغازي Azul, bonsoir, salam alaikum, gros poutou. Mina Foulchéri, Aziz, Soufiane, Modo, Jacques, Laurent, dont je n'ose pas dire le nom de famille parce qu'il me reproche toujours, Marion Mouine, Jonathan Philibert qui m'a posé une question à laquelle je n'ai pas répondu parce que je ne réponds pas toujours en privé. Voilà, désolé. Alors, bon, eh ben, donc il y a du monde. On va commencer. Donc, voilà, j'avais envie de parler. Vous savez, j'ai annoncé la vidéo avec le thème suivant, les chrétiens, si les chrétiens et les musulmans faisaient une alliance stratégique. Salut de Montréal. Et bon, alors autant dire tout de suite que c'est de la politique fiction. C'est-à-dire, je ne crois pas que cela va arriver, en tout cas dans le court terme, c'est-à-dire dans les prochaines années, ça m'étonnerait. Les conditions ne sont pas du tout réunies et je le regrette beaucoup. Et je vais expliquer pourquoi et peut-être, après tout, des fois on lance des idées et puis ces idées font leur chemin. Ah, Poutou veut dire, ok, d'accord, d'accord. Mina, merci. D'accord, d'accord. Je crois que c'était le Poutou du NPA. Et donc, voilà, c'est vraiment de la fiction, mais je vais expliquer pourquoi, et pourquoi c'est dans l'intérêt du pays, et pourquoi c'est très difficile. Évidemment, quand j'ai dit les chrétiens, bon, je ne pouvais pas préciser, il fallait choisir un thème, enfin, un titre assez précis, court. Et donc, j'ai dit chrétien, mais évidemment, ça peut toucher les bouddhistes ou les athées, ou, enfin, je veux dire, tout le monde qui ont intérêt à faire de la France un pays uni et libre, en dehors évidemment des judéo-sionistes, voilà, qui eux ont intérêt à semer le trouble et les divisions. Ça serait dans l'intérêt de la France parce que la France serait libérée de l'emprise sioniste. Aujourd'hui, on peut estimer que la France est grosso modo sous influence sioniste ou judéo-sioniste. Bon, je crois que j'ai même pas besoin de développer tout ça, ce thème. Il suffit de voir le dîner du CRIF pendant lequel tout, enfin, pas seulement les politiques, mais les journalistes, les publicitaires, enfin, tous
les procureurs, tous les secteurs de la vie politique, médiatique, culturelle, universitaire, etc. Donc, 1 millier de personnes accourent, se plient à la volonté du CRIF et reçoit ses instructions, ou ses leçons, ou ses admonestations, ou ses critiques. Et d'ailleurs, le CRIF décide que Mélenchon, par exemple, ne peut pas participer. Voilà. C'est lui qui décide qui il veut asservir ou pas. Donc, c'est un pays qui est quasiment, prenons la justice par exemple, elle obéit aux instructions et aux injonctions du CRIF. Quand un musulman ou un autre, enfin un cimetière qui n'est pas juif est profané, bon, il y en a des dizaines ou des centaines, quand des musulmans subissent des bavures ou d'autres, bon, ils ne méritent même pas un petit entrefilet. Mais quand un juif subit une pseudo-agression, parce que souvent, on l'a vu, souvent c'est des fausses agressions, enfin, et donc, bon, on ferme les yeux, comme lorsque la LDJ m'a agressé, bon, ben, la justice a clos le dossier. Par contre, quand un Sami Gozlan, un juif important du lobby, appelle le procureur pour lui dire « Eh, monsieur le procureur, Jacob Cohen a fait une quenelle », dans la semaine même, le procureur a lancé toute la procédure pour me faire entendre par les flics. Bon, récemment, on a empêché, le lobby juif a empêché la France de célébrer deux de ses plus grandes personnalités, l'un de ses plus grands écrivains du XXe siècle, reconnu dans le monde entier, qui est Céline. Et c'est intéressant la question, Abdelhafid, mon rapport avec la langue arabe. Bon, et voilà, quand bien même il aurait écrit des pamphlets qui ne sont pas, que tout le monde peut admettre, qui contiennent des choses pas très sympas, mais voilà, le lobby a décidé que la plus grande maison d'édition française n'a pas à publier ses pamphlets parce que c'est le CRIF le maître de la France. La France se plie à ses injonctions. Quand Maurras était inscrit par une commission d'historiens indépendants de tous bords, inscrit Maurras parce que, bonsoir Zakia, parce que Maurras était une très grande personnalité politique. On peut lui reprocher ce qu'on veut, enfin c'était même quelqu'un qui était anti-allemand pendant des années. Mais le CRIF a décidé que non. Voilà. Comment dire, la France s'incline, la France obéit. Et donc, c'est contre cette domination sioniste, judéo-sioniste, que j'appelle tous ceux qui ont intérêt à s'unir pour avoir une France plus juste, plus indépendante. Par exemple, quand la France va bombarder la Libye, qui est derrière? Bernard-Henri Lévy. Et il le dit même, il dit en tant que juif, je suis très content de l'avoir fait. Donc il a reçu des instructions du Mossad et d'Israël pour le faire. Et la France a obéi au détriment de ses intérêts. Moi, je veux libérer, vous savez, les juifs sionistes représentent 0,2% de la population, parce que c'est même pas tous les juifs de France. C'est probablement le 5e des juifs de France. Donc, je veux que la France se libère de cette emprise. Et pour qu'elle se libère de cette emprise, il y a une condition sine qua non, que les musulmans et les chrétiens qui forment
encore une fois, avec les autres, ceux qui ont envie, qu'ils soient athées ou pas, ceux qui ont envie de se battre contre, de combattre la domination sioniste, de s'unir et de ne pas se diviser pour faire le jeu, parce que ça fait le jeu des sionistes. Bon, le problème, c'est qu'en France, il y a un terrain favorable à, comment dire, à une vision coloniale vis-à-vis des musulmans. C'est un fait, la France, comme d'autres pays qui ont colonisé, et là on parle de la France, la France a développé, en allant en Algérie, au Maroc, etc., en Afrique noire, a développé un esprit colonialiste. Ça veut dire de mépris vis-à-vis des indigènes. Je peux vous donner quelques... Par exemple, Henri de Monterland, qui est un écrivain reconnu, enfin, catalogué comme de droite, il a écrit La Rose des Sables en 1933, que je vous recommande pour ceux qui s'intéressent notamment à cette question, où il décrit, comment dire, où il décrit et il condamne et il critique. Ce roman se passe en Algérie et au Maroc. Et il raconte des anecdotes où s'exprime le mépris du colon. Le mépris du colon, il va jusqu'où? Par exemple, prenons au Maroc. À l'époque, le colon, qui était tout puissant, quand il appelait les musulmans, quand il avait des employés musulmans, il ne s'embarrassait pas d'apprendre le prénom des musulmans. Par exemple, s'il s'appelle Abdallah ou Abdeltef, enfin, le colon, il ne va pas se mettre à apprendre tout ça. Il a pris l'habitude d'appeler tous les hommes Mohamed. Mohamed, voilà. Et les femmes, Fatma. Il y a ce mépris. Et ce mépris, moi je l'ai retrouvé, pour ceux qui ont connu les années 60 et 70, on l'a retrouvé en France. Le mépris pour refaire la carte de séjour, le mépris pour refuser le travail, le logement, le mépris des flics. Vous savez, je vous raconte cette anecdote. C'était en 1969. Je descendais le boulevard Saint-Michel, pour ceux qui connaissent, avec un ami marocain. Mais cet ami marocain était très typé. Et je vais évoquer Tariq Ramadan plus tard, et était très typé. Et on descendait le boulevard Saint-Michel, c'était devant la Sorbonne. Et il y avait une vingtaine de flics ou de CRS, enfin voilà, alignés comme ça. Et le sous-officier qui les commandait était devant. Bon, et on passait, et le sous-officier a fait un croche-pied à mon copain qui s'est étalé par terre. Et tout le monde, et les policiers ont rigolé. Ben, c'est marrant. Et donc, il s'est levé, salut Reda, il s'est levé, et on a baissé la tête, et on est parti. C'est ça, je veux dire, on était, bien qu'on a acquis l'indépendance, on était dans un pays soi-disant des droits de l'homme, etc., nous subissions les humiliations, les vindictes, les injures, les insultes, partout. Ne serait-ce que, par exemple, prenons les contrôles d'identité. Vous savez, j'ai vécu au Canada en tant qu'étranger, en tant que Marocain, avec une carte de séjour. J'ai passé 6-7 ans à Montréal. Il n'y a jamais eu un contrôle d'identité. Jamais. C'est quoi ces contrôles d'identité? C'est quoi cette façon de traiter un gars parce qu'il a l'air d'un bougnoul ou d'un négro? J'ai vécu en Allemagne 1 an et demi, en tant qu'étranger en situation régulière. Je n'ai jamais vu un contrôle d'identité. Il peut y avoir un contrôle d'identité s'il y a une émeute, s'il y a, je sais pas moi, une attaque, mais que les flics s'installent dans la rue ou dans une gare et disent « Hé, toi, viens ici, contrôle ». Les 2 gamins qui sont morts en 2005, les 2 gamins de 15 ans,
De quel droit les flics voulaient contrôler leur identité? De quel droit? Vous savez qu'il y a un journaliste suisse qui est venu après les émeutes et qui s'est installé dans cette banlieue. Il a passé 3 mois. Et vous savez, je me souviens de son interview. Il a dit « J'avais l'impression d'être dans un pays colonisé. » Voilà. Donc, c'est vrai, prenons par exemple, vous savez, il y a juste quelques jours, les Chibani marocains, ils ont obtenu gain de cause contre la SNCF. La cour d'appel a reconnu qu'ils avaient été discriminés, maltraités, etc. Enfin, je pense que si vous allez sur Google, vous tapez Chibani marocain SNCF, vous verrez. Donc, c'est vrai que la France, malheureusement, c'est une société, quand je parle de la France, je ne parle pas évidemment des Français qui nous rejoignent et qui des fois croient que je les mets dans le même sac. Non, je parle de la France officielle, de l'administration française, des flics, des préfectures, etc. Voilà. Et donc, c'est vrai que la France a cette tradition malheureuse, regrettable, qui aurait pu, disons, évoluer avec le temps. Par exemple, en 1983, il y a eu une très grande manifestation, quasiment 100 000 personnes, de Beurre. Il n'y avait pas une seule fille voilée parmi eux. Il n'y avait pas de gars qui voulaient, je ne sais pas, qui voulaient aller combattre les infidèles, je ne sais pas, ailleurs. C'était des gars bien, des jeunes, qui ont manifesté pour être intégrés. Ils ne demandaient que ça, être intégrés à la France, servir la France, travailler pour la France. Et la France, cette France, qui était déjà influencée et dominée par les judéo-sionistes grâce au sionisme, etc., comment elle leur a répondu? Par SOS Racisme. SOS Racisme, c'est la création de Bernard-Henri Lévy, Julien Drey, enfin, voilà, les juifs sionistes. Et a commencé ou a continué une diabolisation des quartiers. Une diabolisation qui repoussait les musulmans dans un enfer de délinquance, d'incompréhension. On disait que ces gens-là sont dangereux, etc., etc. Et on a commencé aussi à développer une société à 2 vitesses, c'est-à-dire pour les musulmans, par exemple, prenons un cas, vous savez, il y a quelques jours, j'ai mis Chalgoumi sur mon mur. Bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, de toute façon, on s'en fiche, on ne le reconnaît pas. Oui, mais le système vous a imposé Chalgoumi, que vous le vouliez ou non. Dans l'esprit de la majorité des Français, le CRIF a imposé Chalgoumi comme représentant de l'islam de France. Enfin, comme l'imam, etc., qui passe à la télévision, qui domine la télévision, qui contrôle la télévision. Bon, est-ce qu'on invite des sociologues, des philosophes réputés, des universitaires et des avocats? Pas du tout. On invite quelqu'un qui sait à peine parler français. Et on doit le supporter. Oui, merci Reda. Et donc, c'est ça, on poursuit cette politique. De même, quand vous entendez, vous savez, moi je suis beaucoup les sites qu'on qualifie de droite nationale, extrême, etc. Voilà, c'est-à-dire TV Liberté, Radio Courtoisie. Et donc, bon, il y en a d'autres, mais enfin bon, vous voyez un peu le style. Il faut toujours, moi j'estime, enfin en tout cas moi ça fait partie de ma culture, c'est-à-dire parce que j'ai envie de comprendre et de vous transmettre, parce que je suis par exemple tous les jours les médias judéo-sionistes, pour vous dire ce qui se passe. Et donc, on essaye, et on y arrive, vous savez,
pour beaucoup de Français, malheureusement, bon, il y a le terrorisme qui est le fait des services secrets, etc. Bon, c'est pas à moi de développer tout ça, mais vous pouvez retrouver. Il y a le fait, par exemple, vous entendez souvent Goldnadel, vous savez, Elisabeth Lévy, etc. Dans ces sites, quand ils parlent de l'islam, ils disent non, non, non. Quand ils parlent d'islamisme, ils disent non, non, vous savez, islam, c'est islamisme. Il ne faut pas faire la différence. C'est-à-dire, on veut introduire dans la tête des gens que l'islam est une religion de guerre, est une religion de violence. Mais ça fait partie du plan diabolique pour diviser, pour séparer les musulmans des autres citoyens. Autre chose, on empêche les musulmans et les autres de critiquer Israël. Antisionisme égale antisémitisme. L'intérêt du lobby dans cette histoire, c'est quoi? C'est pourquoi il fait tout ça depuis les années 80. C'est pour empêcher que les musulmans et les autres s'unissent et poussent la France dans une direction qui soit contre le sionisme, contre Israël, proche du monde arabe. Donc, c'est Israël, grâce au Sayanim, etc., pousse justement à cette division, à rejeter toute cette communauté musulmane de 6 ou 7 millions, 8 millions, dans les marges de la société, qu'elle n'occupe pas la place qui lui revient dans les universités, etc. Et même quand elle occupe ces places, de lui faire tellement honte que ces musulmans oublient d'être musulmans, oublient d'être eux-mêmes. Ils ne sont pas fiers de l'être. Ils ne s'expriment pas. Ils rasent les murs. Voilà à quoi on veut arriver. Combien de fois vous avez entendu l'idée que la notion que l'islam est incompatible avec la République? Et pourquoi il serait incompatible? Est-ce que, enfin, vous savez, vous pouvez aller faire des recherches, c'est très facile. Ce qui est amusant ou tragique, si vous voulez, tragicomique, c'est que dans les années 20 et 30, la France était un pays pas mal antisémite. Les 2 tiers des écrivains étaient antisémites. Il y avait beaucoup de politologues, etc. Pour vous dire à quel point, disons, la France était, comment dire, disons que les idées antisémites ne choquaient pas. Vous prenez par exemple le Bagatelle pour un massacre de Céline, où il y a des passages magnifiques dans ce livre et il y a des passages contre les Juifs. Mais il n'est pas totalement, il y a peut-être le tiers ou le quart qui parle des Juifs, mais le reste, il y a des descriptions fantastiques, des analyses fantastiques, etc. Mais il y a, c'est vrai, des choses abominables contre les Juifs. Donc 1938, le Canard enchaîné, qui est connu pour être un hebdomadaire de gauche, anarchiste, etc., et il a fait une critique très positive de ce livre. En 1938, il n'a pas vu ou il n'a pas voulu voir le côté antisémite. Et donc, dans les années 20 et 30, des dizaines de milliers de Juifs venaient de Pologne et de Russie se réfugier parce qu'il y avait pas mal de pogroms dans ces régions-là. Et ils débarquaient à Bruxelles, à Paris, etc., avec leurs vêtements d'Europe orientale, leur yiddish, leur façon de parler, etc. Et on disait, mais c'est pas possible, ces gens-là n'apprendront jamais le français, ces gens-là ne s'intégreront jamais, etc. Et si à l'époque on avait parlé de civilisation judéo-chrétienne, mais on aurait éclaté de rire. Mais c'est absurde cette expression. C'est vrai que certaines personnes à droite disent la civilisation helléno-chrétienne.
qui est tout à fait juste, mais judéo-chrétienne. Mais enfin, voilà un truc que le lobby a réussi à installer dans les esprits. Il y a un fait qui est assez, comment dire, c'est rare que les musulmans puissent s'exprimer, même quand on parle de l'islam. Vous voyez, vous avez par exemple des émissions sur BFM, etc., sur l'islam, sur les musulmans, et qui dirige ces émissions. Un de ceux qui dirige ces émissions s'appelle Askolovitch, qui est un juif sioniste, probablement un Sayan, et qui invite des amis, c'est-à-dire des Sayanim, pour finalement taper sur les musulmans et leur dire il faut changer la religion, il faut moderniser votre religion, ça ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il y a d'autres notions qui ont émergé depuis quelques années. Par exemple, l'invasion. Quand vous entendez, Valeurs Actuelles, c'est un magazine dont un des patrons est un juif. J'ai oublié son nom, malheureusement. Enfin, son nom m'échappe pour le moment. Ah, Bourfinkel. Voilà. C'est un judéo-sioniste de premier rang. Voilà. Donc, vous avez, j'ai cité d'autres comme TV Liberté, qui ne sont pas dominés par des juifs, mais qui collaborent beaucoup avec des juifs. Par exemple, Elisabeth Lewis et Goldnadel sont les chouchous de ces médias. On ne jure que par eux. Et donc, on introduit, on fait comme si il y a une invasion islamique. Voilà. On était tranquille chez nous, les Français, on vivait tranquillement, et tout à coup, on a une invasion de millions de musulmans qui veulent nous envahir et nous enlever notre identité. Attendez, enfin, mais c'est terrible comment on peut transformer l'histoire. Il faut vraiment prendre les gens pour des imbéciles pour arriver à implanter cette notion. On ne parle que d'invasion et ça finit par rentrer dans la tête de pas mal de gens. Or, de quelle invasion on parle? Qui est allé chercher ces gens? Qui a colonisé l'Afrique? Qui est allé coloniser l'Algérie, le Maroc, l'Afrique noire, le Congo, etc. Est-ce que ces Noirs et ces Arabes ont demandé quoi que ce soit? Ils vivaient tranquillement chez eux et on était allé les coloniser. Et quand la France a fait la guerre de 14-18, la saloperie de cette guerre de 14-18 avec les tranchées terribles, elle a amené un demi-million de soldats africains, un demi-million dans les tranchées, qui n'étaient, vous savez, quand il faisait froid, leurs membres se détachaient, tellement ils n'étaient pas habitués. De quel droit? Quand la France a lancé sa deuxième guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, combien elle a utilisé de centaines de milliers de Maghrébins? Monte Cassino. Quand la France, après la guerre, avait besoin de main-d'œuvre, des centaines de milliers, elle est allée les chercher. Vous allez sur Google et vous tapez bidonville de Nanterre, Maghrébin. Et vous allez voir dans quelles conditions on a fait vivre, dans les années 60, dans quelles conditions on a fait vivre ces Maghrébins. Dans de la tôle ondulée, des baraques de tôle ondulée avec un robinet d'eau froide dehors, dans la boue. Voilà. C'est ça l'invasion? Qui a détruit l'Irak, entraînant des centaines de milliers de réfugiés? Qui est en train de détruire l'Afghanistan depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans? Qui? Au nom de quoi? Qui a détruit la Libye?
qui retenait les migrants, etc., qui est en train de détruire la Syrie depuis 6-7 ans. De quelle invasion on parle? Vous savez, il y a une chose aussi dont je voulais vous parler. Les pays africains, c'est l'Occident qui pille. C'est un pillage éhonté des matières premières. Et on est en train d'étrangler l'Afrique par des dettes qui n'ont pas lieu d'être, par l'exploitation, le pillage des matières premières. Et ces gens-là, enfin ces millions de gens, mais il faut qu'ils aillent, ils vont là, quand ils peuvent plus vivre chez eux, ben ils vont ailleurs. Vous savez, mais c'est un phénomène universel d'aller ailleurs. L'immigration, les migrations. Combien de millions d'Italiens, les Italiens, c'est pas des musulmans fanatiques. Combien de millions d'Italiens sont allés en Allemagne, en France et aux États-Unis pour travailler parce qu'ils crevaient de faim chez eux? Combien d'Irlandais ont quitté l'Irlande au XIXe siècle pour aller aux États-Unis? Etc., etc. Mais évidemment, il faut jamais, on ne dit pas ces choses-là. On va, comment dire, comme c'est le lobby judéo-sioniste qui contrôle les médias, 90% des médias, ben, il impose un langage. C'est le langage du vainqueur. C'est le vainqueur, celui qui contrôle les médias. Vous savez, si les États-Unis, s'il y avait une justice dans ce monde, mais ce qu'ils ont fait au Vietnam, ce qu'ils ont fait en Irak, 500 000 enfants tués à cause d'un embargo illégal, etc. Enfin, mais on devrait condamner à mort, on devrait pendre comme on a pendu des nazis, mais par milliers les Américains. Seulement, ils contrôlent Hollywood, ils contrôlent Wall Street, et donc ce sont eux qui donnent des certificats de bonne conduite. Ce sont eux qui disent ah, le Hezbollah, on va le mettre dans la liste des organisations terroristes. Enfin, c'est extraordinaire. Et donc le lobby judéo-sioniste qui contrôle les médias en France, ben, il impose le langage des vainqueurs, de ceux qui tirent les ficelles, c'est-à-dire, on dit l'invasion, 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 etc. Et on finit presque par y croire. Alors, moi, j'ai envie, vous savez, cette droite, comment dire, elle me fait de la peine. Parce que j'ai un ami avec qui je discute qui est dans cette mouvance-là. Et malheureusement, cette droite, je voudrais lui faire passer le message suivant. Les Juifs qui viennent vous voir, les Goldnadel, Finkielkraut, Elisabeth Lévy, Elisabeth Badinter, etc., ils n'en ont rien à foutre de la France. Voilà. Mettez-vous ça dans la tête. Ils travaillent pour le Mossad, ils travaillent pour Israël. Ils travaillent pour Israël, ils travaillent dans l'intérêt d'Israël. Et l'intérêt d'Israël, c'est qu'il y ait une espèce de guerre civile en France. Parce que c'est là où elle peut exercer son pouvoir. Alors, la droite ne comprend pas. Pourquoi? Parce que, vous connaissez cette formule, la France a la droite la plus bête du monde. Et vous savez, ce qui est drôle, enfin, tragiquement drôle, et vous écoutez Radio Courtoisie, par exemple, enfin, moi j'écoute Radio Courtoisie régulièrement, ils n'ont pas oublié l'Algérie française. C'est hallucinant. C'est-à-dire, ils continuent à croire qu'ils auraient pu garder l'Algérie française. Et non seulement ça, c'est qu'ils pensent, ils sont convaincus, ils sont de bonne foi, à mon avis. Par exemple, un Roger Hollande, il est convaincu qu'on vivait très bien en Algérie. Vraiment très bien. Enfin, on était français, musulmans, chrétiens, à part quelques petits problèmes, mais c'est tout. Enfin, on vivait très bien. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'ils n'arrivent pas à analyser une situation objectivement.
Pourquoi? Parce qu'ils sont profondément racistes. D'abord, il était antisémite, et puis cet antisémitisme s'est transformé en anti-islam. Je vais vous donner un exemple historique. Vous savez, Lucien Rebatté, je crois qu'il s'appelait Lucien, mais enfin, son nom de famille, c'est Rebatté. Rebatté était un collaborateur des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il était antisémite, enfin, il a été condamné pour antisémitisme, etc. Il n'y a pas de souci. Sauf que Rebatté, dans une interview que vous pouvez voir sur YouTube, si vous voulez, avec Jacques Chancel, il avait dit ceci. Il avait dit, j'étais antisémite, j'aimais pas les Juifs, mais lorsque Israël a donné une leçon aux Arabes en 1967, je suis devenu sioniste, je suis devenu pro-juif, pro-israélien. Et en fait, il y a beaucoup de ces antisémites de droite extrême ou de droite nationale qui détestaient les Juifs, mais ils détestaient plus les Arabes. Et comme les Arabes les ont chassés d'Algérie, ils ont applaudi à la victoire des Juifs sur les Arabes. Voilà, pour eux, c'était une revanche. Et donc déjà, ils ont, cette droite était prête à écouter ce discours anti-arabe, anti-musulman. Que voulez-vous que je vous dise? La droite française est une droite qui ne voit pas l'intérêt du pays. Enfin, elle est d'abord idéologique, avant d'être nationale. C'est-à-dire, et là, vous savez, il y a même des gens intelligents à droite qui disent « Ah, c'est droitards », c'est-à-dire ces imbéciles qui ont des œillères. Voilà, c'est droitards, qui sont incapables d'analyser une situation correctement, parce qu'ils sont mus par le mépris et la haine. Et donc, ces droitards, il y a Goldnadel qui va les voir, Elisabeth Lévy, et il leur dit « Ah, ces musulmans, quelle horreur, c'est la racaille, on les méprise, etc., etc. » Et donc, eux, ils sont... Mais vous savez, allez de temps en temps sur les sites de droite et vous verrez comment Goldnadel, Elisabeth Lévy sont reçus. Enfin, c'est leur messie. C'est hallucinant. Alors que ces juifs, ces judéo-sionistes se foutent de leur gueule. Ils n'en ont rien à foutre de la France. S'il y avait un conflit entre la France et Israël, ils choisiraient Israël. Ils n'en ont rien à foutre de la France. Leur patriotisme, c'est juste pour couvrir leur démarche, leur propagande, pour amener les gens, pour amener cette droite à détester les musulmans. Et donc, ce qui est terrible, c'est qu'elle jette les germes de la guerre civile au lieu, cette droite, où est-ce qu'elle fait fausse route? Elle a fait fausse route déjà avec l'Algérie. Elle n'a pas compris que ce pays devait un jour ou l'autre devenir indépendant, et De Gaulle l'a compris. C'est pas parce qu'il était anticolonialiste, pas du tout. De Gaulle a mené une campagne terrible à Sétif. Il a fait assassiner 30 000 Algériens. Il était colonialiste. Seulement, il avait une vision politique. En 60, il a compris que c'était fichu. Donc, il fallait le faire. Voilà. Mais contre mauvaise fortune, bon cœur. Et la droite n'arrive pas à faire cette analyse. N'arrive pas à analyser la chose suivante pour la France. Au lieu de se dire, ces musulmans sont là, parce qu'ils sont là, qu'on le veuille ou non, qu'ils le veuillent ou non, de gré ou de force, ils sont là et ils vous emmerdent, vous, cette droite raciste et stupide. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez les contenir, d'accord, vous pouvez les humilier, etc. Mais ils s'organisent. Vous ne faites que retarder leur révolte. Ils s'organisent et ils s'organisent de plus en plus comme et construire comme des communautés, comme des forts chabrolles. Allez les déloger, vous allez voir. Parce qu'il y a des gens qui rêvent de leur envoyer l'armée.
Ils sont, la droite est tellement, cette droite-là, elle est tellement cinglée, elle rêve tellement de retour de la France au temps des chevaliers. Charles Martel, vous savez, il y a un site, il y a une page Facebook, enfin, il y a un Facebook russe qui s'appelle VK. Et moi, je me suis inscrit là-bas. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, enfin, amusant, entre guillemets, c'est que il y a beaucoup de gens comment dire, qui rêvent de cette France catholique, enfin, des temps anciens, d'avant la Révolution. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, avec la photo de Charles Martel, etc., voilà leur obsession. Alors, il y a par exemple des gens qui leur disent, on fera la remigration. C'est-à-dire, on va prendre ces musulmans, on va leur dire, retournez chez vous. Ils sont, enfin, je veux dire, comment des gens intelligents, cultivés, je veux dire des universitaires souvent, n'arrivent pas à comprendre que tous ces gens-là, enfin 98%, sont français. Et nous sommes dans un état de droit, jusqu'à preuve du contraire. Ou alors, il faut qu'ils créent un régime totalitaire du style national-socialiste pour faire ça. Et alors, ça va barder. Mais ils n'ont même pas peur de la guerre civile. Ils croient qu'ils vont les avoir. Et c'est ça qui est terrible. Et qui se frotte les mains derrière? Les sionistes. Les judéo-sionistes se frottent les mains. De temps en temps, les Goldnadel, Elisabeth Lévy, elles versent de l'huile sur le feu. Et vous savez, un jour, j'écoutais quelqu'un sur Radio Courtoisie. Je crois que c'était de l'ESCAM, mais bon. Et il y avait les manifestations contre qu'on appelle ça, contre le mariage homosexuel, etc. Bon, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais bon, le mouvement, vous savez, il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait vraiment des centaines de milliers de manifestants. Et il avait dit dans une émission, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui avait suggéré, parce qu'il y avait des musulmans conservateurs qui veulent garder le mariage entre un homme et une femme, enfin, ils ont des valeurs. Et ils avaient dit, enfin, quelqu'un avait suggéré qu'on pouvait éventuellement, comment dire, faire des manifestations ensemble. Mais cet animateur, enfin, je crois que c'était de l'ESCAM, mais bon, il était horrifié. Il dit comment manifester avec des musulmans? Alors que c'est ce type-là, il met l'intérêt de la France, l'intérêt de ses idées, l'intérêt de la société française telle qu'il la rêve, lui. Il oublie tout ça juste pour ne pas s'allier avec des musulmans. On arrive au point où le terme musulman devient un gros mot. Et ça, c'est terrible parce que, enfin, de toute façon, il suffit de se balader, enfin, vous voyez souvent les couvertures des magazines. À qui appartiennent ces couvertures? Même Marianne, par exemple, qui est détenue par 2 ou 3 juifs sionistes, dont je ne connais pas le nom, mais ça n'a pas d'importance. Marianne a lancé, il y a 1 mois à peu près, une campagne haineuse, violente, contre Yacine Bellatar, l'humoriste. Quel a été le crime de Yacine Bellatar? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais qui n'a pas envie de taper sur les musulmans. Il n'a pas envie de reprendre à son compte le discours dominant des judéo-sionistes. Il n'a pas envie de se courber comme Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, c'est un collabeur. Il rampe, il s'incline et donc il devient cachère. Il obtient son certificat de cachère. Yacine Bellatar, non. Yacine Bellatar, il fait le dîner du CCIF. Comment dire, le CCIF, c'est la hantise des droitards. Bon. Eh bien, Yacine Bellatar, donc cette campagne a été amplifiée
Et enfin, je pense qu'il y a eu pas mal de grabuges, de pertes de soirées, etc. Prenons par exemple, comment il s'appelle, Tariq Ramadan. Bon, Tariq Ramadan, il est probable, bon, qu'il ait eu des relations, comment dire, intimes avec des femmes, alors qu'il est marié. Bon. En France, c'est presque enfin, comment dire, je ne peux pas dire que tout le monde le fait, mais disons, c'est une pratique qui est loin d'être minoritaire. Voilà. Bon, évidemment, pour des gens qui le prennent pour un saint, ça fait mal. Voilà. Bon. Mais bon, c'est un homme, et puis voilà, mais il était dans la ligne de mire du système. Vous savez, depuis quelques années, par exemple, quand on essaye toujours de lui mettre des bâtons dans les roues. C'est par exemple, on essaye de le faire partir de l'université où il enseigne. On essaye de faire annuler les conférences auxquelles il est invité. Son frère, par exemple, il devait faire une conférence, je crois, dans le nord de la France. Eh bien, on a magouillé pour qu'on lui en retire son invitation. Donc, il y a une espèce de harcèlement, et comme l'affaire Weinstein a libéré la parole, comme on dit, eh ben, on a trouvé deux femmes, va savoir ce qu'on leur a promis, etc., qui ont eu probablement, peut-être, enfin, j'imagine, des relations avec lui. Et puis, ben voilà, ça s'est transformé en viol. Enfin, pour la justice. Et comme la justice, comme je vous l'ai dit au début, la justice est entre les mains. Vous savez, les procureurs sont des fonctionnaires. D'accord? Bien. Or, les fonctionnaires, les procureurs savent très bien qui est le maître de la France aujourd'hui. C'est le lobby judéo-sioniste. Donc, ils ont intérêt à classer les dossiers qui gênent les juifs et sortir les autres. Sinon, hop, bon, les autres, les juges d'instruction sont libres. Mais c'est une liberté surveillée. C'est-à-dire, les juges d'instruction, ce sont des fonctionnaires, mais qui ont des promotions. Par exemple, tu es juge à Bourges, petite ville, après tu vas à Nantes, puis tu vas à Paris, etc., etc. Mais si tu fais le malin, tu resteras à Bourges 20 ans. Et on sait, enfin je veux dire c'est connu, la justice en France est une justice qui est obéissante au pouvoir. Voilà. Et donc, il était évident que est-ce que vous pouvez imaginer, prenons par exemple, comment il s'appelle, oh zut, le Polonais, le cinéaste polonais, là, qui a été condamné aux États-Unis parce qu'il avait violé une petite de 13 ans. Polanski, voilà. Ben, Polanski, il vit très bien en France, tranquille. Il n'a jamais été inquiété. Sinon, Bernard-Henri Lévy, de toute façon, un jour où la Suisse a tenté de l'extrader aux États-Unis, Bernard-Henri Lévy, il y a 2-3 ans, a mobilisé un monde fou, chaque langue, etc. Et puis voilà, il est revenu en France, mais tranquille, tranquille. Voilà. Alors qu'il a, enfin c'est officiel, il a violé une fille de 13 ans. Voilà. Ou il a eu fait l'amour avec elle, enfin en tout cas, bon. Et donc, le fait, il n'y a aucune raison, même si des charges sont retenues contre lui, contre Tariq Ramadan dans ce sens-là, il n'y avait aucune raison de le mettre en tôle, puisque de toute façon, il est connu, je ne crois pas qu'il allait s'échapper, etc. Donc, ce que je veux dire, moi, à cette droite-là, si vraiment elle aime la France, elle est patriote,
Je pense à des gens comme Renaud Camus, etc. Enfin bon, il y en a plein. Et malheureusement, ils n'ont pas compris une chose, enfin certaines choses, que ces musulmans sont là pour rester et qu'ils n'ont pas demandé à venir, mais les circonstances historiques ont fait qu'ils sont là. Que ces gens-là peuvent très très bien travailler pour la France. Il y aura des religieux, des athées, etc. Il n'y a aucune raison que les musulmans ne deviennent pas des citoyens à part entière. Et je vous rappelle qu'on disait ça des juifs dans les années 30. Et aujourd'hui, personne ne remet en cause leur intégration à la République. Encore moi, je la remets en cause. Parce qu'ils sont beaucoup plus proches d'Israël que de la France. Ils ne sont français que des Français de papier. Et je suis très triste que les droitards ne comprennent pas ça. Ne comprennent pas que ces juifs les mènent vers la guerre civile, vers le désastre d'une guerre civile, qui serait contraire aux intérêts de la France, par des gens qui travaillent pour un gouvernement étranger, alors qu'ils devraient faire cette révolution culturelle sur eux-mêmes, en eux-mêmes, et se dire, ce sont des gens... Vous savez, il y a des gens qui disent, par exemple, quand je vois une femme voilée, je ne suis plus en France, je ne me sens pas en France. Ah bon? Mais il faut s'y faire, c'est tout. C'est un signe religieux comme un autre. Ce sont des gens qui sont là. Vous savez, j'ai connu il y a quelque temps une jeune femme qui porte le voile, très élégante, très, très, très belle, enfin, vraiment élégante, début de la trentaine, une grande spécialiste du japonais et du chinois, en plus une doctorante en sciences politiques. Vous voyez le tableau. Elle vit à l'étranger, elle était de passage en France, elle a demandé, enfin elle s'est renseignée pour travailler parce qu'elle est française. Et évidemment, il y a un grand magasin, très grand magasin, qui évidemment a été séduit par son curriculum vitae. Enfin, je veux dire, c'est fantastique d'avoir une personne comme ça avec sa clientèle chinoise, japonaise, etc. Un salaire fantastique, mais on lui a dit le voile, c'est pas interdit par la loi, hein. Voilà. Mais on lui a dit le voile, ça nous pose problème. Bon, ben voilà. Et elle n'a pas pris le boulot. Vous voyez à quel point on arrive? La frustration de dizaines de milliers de jeunes qui veulent donner leur énergie à ce pays, enfin que j'ai pas envie d'insulter, qui se comporte de cette façon-là. Il y a des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui veulent donner leur énergie, se donner à ce pays, travailler pour ce pays, promouvoir ce pays. Et on leur dit, voilà, vous avez la barbe, machin, vous avez le voile. Mais ça n'arrangera pas vos affaires, les droitards. Ça n'arrangera pas vos affaires. Ces gens-là, vous en ferez des ennemis. Et je vous assure, vous savez, rappelez-vous l'Algérie française. Rappelez-vous l'Algérie. Vous l'avez bien senti, n'est-ce pas? Alors, ne faites pas les cons en France, encore une fois. Et surtout, pour complaire à des gens qui n'en ont rien à foutre de vous. Voilà. Aujourd'hui, les juifs français, enfin, c'est les judéo-sionistes qui se disent français, ils n'en ont rien à foutre de la France. Ils vous mènent en bateau. Voilà. Au début, j'ai dit que c'est une fiction. Malheureusement, c'est-à-dire, vu l'état des... Enfin, vu ce qui existe, enfin, si j'analyse les relations aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que on va arriver, enfin, qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Mais il faut y travailler, voilà. Il faut espérer qu'il y ait un effondrement. Vous savez, il faudrait un effondrement d'Israël
du sionisme pour qu'ici, il y ait cet effondrement-là. Mais nous pouvons y travailler. Voilà, et vous pouvez aussi faire connaître ces idées, etc. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je prendrai note de vos remarques, de vos commentaires, de vos questions. Et puis, je ferai une vidéo pour y répondre dans 2 ou 3 jours. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.